Oui, on vous entend. Est-ce que vous voyez mon écran? Mais pas encore. Vous le voyez? Vous voyez l'écran? D'accord. Et si je fais défiler aussi, vous voyez, ça défile. D'accord, parfait. Juste voir. Nous allons commencer. Et j'espère que j'ai quelques problèmes d'électricité à la maison. Le courant n'est pas stable. J'espère qu'on pourra faire court sans trop de soucis. S'il y a des coupures, ne vous inquiétez pas trop. On va essayer de se reconnecter en temps. Donc, pour cette, je dirais, dernière séance avant l'évaluation intermédiaire, j'ai prévu 2 cas. Nous allons faire d'abord une synthèse des grands syndromes. Nous allons parler des diarrhées infectieuses et des méningites infectieuses, ce qui va vous permettre de faire une synthèse de beaucoup de leçons que vous avez apprises au cours de l'une maladie infectieuse. Et puis, pour la deuxième heure, nous allons corriger 2 épreuves de l'année passée, d'évaluation intermédiaire de l'année passée et de 2022-2023. Comme ça, vous allez voir un peu le genre de questions que l'on pose dans cette maladie infectieuse. Donc, nous allons commencer donc par les grands syndromes et commencer par les diarrhées infectieuses. Vous avez appris certainement en sémiologie et en module digestif aussi les diarrhées, qu'on peut définir comme étant une émission de sel trop fréquente et trop abondante, plus de 300 par 24 heures, et plus de 300 grammes par 24 heures. Donc, je ne vais pas s'appesantir sur les définitions puisque vous avez déjà eu j'en suis presque sûre. Mais déjà, savoir que quand on parle de diarrhée, il faut déterminer 3 grands groupes, disons. Il y a les diarrhées aiguës, dont l'évolution est inférieure à 2 semaines. Il y a les diarrhées persistantes ou prolongées entre 2 et 4 semaines. Et au-delà de 4 semaines, on parle de diarrhée chronique. Donc, dans les diarrhées infectieuses, ce qu'on retrouve le plus souvent, en grande majorité, ce sont les diarrhées aiguës. Bien sûr, il y a des diarrhées infectieuses chroniques, mais notre propos, vous le verrez, va surtout se sentir sur les diarrhées aiguës. Et les étiologies des diarrhées aiguës dans les causes infectieuses, ce sont virus qui sont prédominants, même si les gens ont souvent l'habitude de penser le contraire. C'est juste pour attirer votre attention sur ça, le fait que diarrhée ne veut pas dire mettre des antibiotiques forcément. Et puis aussi, on peut avoir des diarrhées post-médicamenteuses, notamment post-antibiotiques, avec la colite pseudomembraneuse, tout ça là, et puis des médicaments aussi tels que la colchicine. Mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont comme effet secondaire la diarrhée. Sur le plan de la physiopathologie, donc la contamination peut être directe ou indirecte, directe orofécale ou indirecte par ingestion d'aliments ou d'eau contaminée.
par des micro-organismes eux-mêmes, donc bactéries, virus, parasites, bien leurs toxines. Et savoir que sur le plan clinique, le tableau clinique va dépendre de la virulence du germe et donc de la dose infectante. Vous avez appris, par exemple, des pathologies. Par exemple, si je prends l'exemple du choléra, quelle est la dose infectante pour que le vivrion choléré soit plus Professeur, oui, 10 puissance 8 germes. 10 puissance 8. Voilà. Donc, vous savez que la virulence, la dose infestante est importante. Voilà. L'autre élément, c'est les moyens de défense de l'organisme. Il y a l'acidité gastrique qui constitue une barrière. Voilà. C'est le cas nécessairement dans le choléra. Si on prend toujours l'exemple du choléra, est-ce que le vibrio préfère l'acidité ou un environnement basique dans le choléra? Professeur, Oui. Vibrio choléré résiste à la chaleur, aux solutions alcalines et salées. Voilà, solution alcaline, pas solution acide. Donc, l'acidité gastrique constitue une barrière, d'accord, pour en cas d'infection par vibrio choléré, d'accord. La motricité intestinale, le système lymphoïde. C'est pour dire que donc, il y a certains éléments qui peuvent intervenir dans la pathogénèse des diarrhées. Et dans les diarrhées, on vous en a parlé également en sémiologie, en digestif aussi. Vous savez qu'il y a deux grands mécanismes. Et ces deux grands mécanismes sont les diarrhées sécrétoires toxinogènes et les diarrhées invasives. Et on peut dire d'emblée qu'on peut avoir l'association des deux. Et c'est là qu'on parlera de mécanisme mixte ou de gastro-entérite. Voilà. Donc, nous avons donc les deux grands mécanismes, diarrhée toxinique ou diarrhée sécrétoire. Et l'exemple type, c'est quelle maladie qui est responsable d'une diarrhée sécrétoire? L'exemple type qu'on prend. C'est quelle maladie pour les diarrhées de type sécrétoire? Professeur, Oui. le choléra. Le choléra. Très bien. Voilà. Et les diarrhées invasives avec destruction des structures villositaires à l'origine de troubles de la fonction et d'absorption. Voilà. Donc, pour les diarrhées toxiniques, la toxine peut être préformée dans l'aliment. Donc, dès l'aliment dehors, la toxine est là et quand on ingère et l'aliment et sa toxine. Et on a des exemples tels que la toxi-infection à Staphylococcus aureus. Rappelez que nous avons dit que les souches toxinogènes de Staphylococcus aureus pouvaient être à l'origine de toxi-infection. C'est le cas aussi de Bacillus cereus. Voilà. On peut avoir l'autre cas de figure où l'agent infectieux sécrète la toxine une fois que celui-ci est fixé à la surface de l'épithélium digestif. Donc, l'agent pénètre, il se fixe à la surface de l'épithélium digestif et c'est là qu'il va sécréter la toxine. Donc, on a deux cas de figure. Soit la toxine est sécrétée dehors et quand on ingère l'aliment et sa toxine, soit c'est à l'intérieur que la toxine est sécrétée. Et les principaux germes en cause pour ce mode, c'est les virus, Escherichia coli entérotoxinogène, Staphylococcus aureus et puis Vibrio cholerae. Donc, on l'a dit, le chef de file, l'exemple type pour les diarrhées sécrétoires, c'est le choléra avec le syndrome cholériforme. Et là, j'espère que vous avez bien appris la physiopathologie du choléra avec la toxine. La toxine cholérique s'appelle comment? Du choléra, comment s'appelle la toxine? Vous m'entendez?
Oui. Je vous écoute. Le choléragène. La toxine choléragène ou le CTX aussi. Donc, il y a un dérèglement de la balance hydroélectrolytique. Donc, et c'est ça qui est à l'origine de la diarrhée au cours du choléra. C'est une diarrhée donc d'origine sécrétoire. C'est pour cela que on vous l'a appris dans le cours sur le choléra, que les antibiotiques, c'est pas ça le premier élément du traitement au cours du choléra. C'est la réhydratation avec les apports hydroélectrolytiques. Et c'est ça aussi qui explique que, qu'est-ce qui vient avant dans le choléra, la diarrhée ou les vomissements? La diarrhée plus suivi des vomissements. Voilà, la diarrhée d'abord. On a la diarrhée et ce sont les pertes hydroélectrolytiques qui sont à l'origine des vomissements, notamment la perte de quel ion qui est à l'origine des vomissements? Professeur, Oui, le K+, potassium. le potassium, tout à fait. D'accord? Voilà. Donc, l'autre mécanisme, donc, c'est le mécanisme entéro-invasif, donc, qui est à l'origine, donc, sur le plan clinique du syndrome dysentérique que vous avez également appris. Et ici, on prend souvent comme exemple type la shigellose. Là aussi, vous l'avez appris. C'est pour ça que je vous dis que c'est une synthèse. Ça vous permet de fixer un peu tout ce que vous avez appris en termes de diarrhée infectieuse. D'accord? Donc, les germes sont dotés d'enzymes protéolytiques qui vont envahir les cellules épithéliales, s'y multiplier et les détruire. Donc, il y a une destruction. Une destruction. Et il y a donc une lésion de la muqueuse à l'origine d'une réaction inflammatoire. C'est ça qui explique la présence de sang, de glaire, de pus dans les selles. Et ces lésions, les lésions siègent dans le côlon. Ça, c'est dans la shigellose. L'autre mécanisme entéro-invasif ou inflammatoire, c'est le tableau de syndrome gastro-entéritique au type Salmonella ou Yersinia. On vous en a parlé également dans les salmonelloses mineures, la fièvre typhoïde aussi. On a les bactéries qui traversent les entérocytes et la muqueuse sans la détruire. Donc, dans la shigellose, il y a une destruction de la muqueuse. Dans la salmonellose, il n'y a pas de destruction de la muqueuse. Ça va pénétrer dans le tissu lymphoïde sous-muqueux et mésentérique, se multiplier en donnant une réaction inflammatoire. Et puis, le siège de l'atteinte, donc, c'est l'intestin grêle. On a une fièvre fréquente et on a un risque de diffusion bactériémique, surtout chez l'immunodéprimé. Donc, ça, c'est le deuxième mécanisme entéro-invasif ou inflammatoire, les types de salmonellose, qui est à différencier de la shigellose où il y a une destruction de la muqueuse. Dans les salmonelloses, il n'y a pas de destruction de la muqueuse, il y a une pénétration arrivée au niveau du tissu sous-muqueux, il y a une multiplication à ce niveau-là. Donc, on a dit deux grands mécanismes sécrétoires qui donnent le syndrome cholériforme et invasif avec le syndrome dysentérique. Et on peut avoir, on dit tout de suite que de nombreux germes possèdent à la fois un pouvoir d'invasion et un pouvoir toxinogène. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, vous prenez par exemple Escherichia coli, vous avez des souches qui sont entéro-invasives, entérotoxinogènes, entéro-hémorragiques et autres. Toujours est-il que, en tout cas, ces deux ou trois mécanismes, parce qu'on peut considérer trois mécanismes quand on associe les deux qui donnent un mécanisme mixte, ces deux ou trois mécanismes vont donner trois syndromes. Donc, que je rappelle, donc, c'est le syndrome cholériforme et le syndrome dysentérique et le syndrome de gastro-entérite, tout simplement, diarrhée, vomissement. Vomissement, diarrhée, selon. Voilà. Donc, voilà.
Et sur le plan des signes, il y a quelques éléments qui permettent également de les différencier. Donc, dans les selles, vous avez l'aspect, pour le syndrome colériforme, l'aspect des selles et une diarrhée aqueuse avec des selles profuses d'aspect odorique, que vous avez appris. Il y a peu de douleur abdominale, il y a en général pas de fièvre et il y a une déshydratation qui est là. Dans le syndrome dysentérique, on a des selles qui sont fréquentes mais peu nombreuses à différencier. Ici, dans le syndrome colériforme, on n'a pas précisé, mais les selles sont très fréquentes. Et dans le syndrome dysentérique, on a des selles glaireuses, mucopurulentes, parfois sanglantes, associées à des douleurs abdominales, avec donc le ténesme, les épreintes. Il y a une fièvre, notamment dans la shigellose, et puis déshydratation qui est modérée. Dans le syndrome gastro-entéritique, nous avons les selles liquides fréquentes avec douleur abdominale diffuse et vomissement. Avec ou pas de fièvre, ou en tout cas la fièvre n'est souvent pas au devant du tableau et une déshydratation qui est modérée. Donc quelques éléments qui peuvent vous donner une orientation sur le plan clinique. Diarrhée invasive, diarrhée sécrétoire, les étiologies. Nous avons donné des exemples, les exemples types, oui, mais il y en a, ça c'est les formes typiques. Vous savez qu'en médecine, on a les formes cliniques. Donc, dans les diarrhées invasives, à côté de la shigellose, nous avons donné les salmonelles, bien sûr, Yersinia, Campylobacter, Escherichia coli entéro-invasive, Escherichia coli entéro-hémorragique, Clostridium difficile, Oxytoca. Dans les causes virales, le CMV peut être à l'origine d'une diarrhée de type invasive. Et puis pour les parasites, l'amibiase, notamment l'amibiase dans sa forme intestinale. Pour les diarrhées sécrétoires, nous avons le choléra que nous avons donné comme exemple, Escherichia coli entérotoxinogène, Staphylocoque doré, Clostridium perfringens, les causes virales, donc le rotavirus, norovirus, les parasites, Giardiase, Cryptosporidium, ça c'est une infection opportuniste qu'on voit surtout chez les immunodéprimés, les patients vivant avec le VIH. C'est la même chose aussi que Isospora belli. Donc ce tableau, c'est important si on vous donne un cas clinique par exemple avec des caractéristiques qui vous font penser à une diarrhée de type invasif, syndrome dysentérique ou autre, et qu'on vous demande des hypothèses diagnostiques, ça peut aider à pouvoir formuler d'autres hypothèses, par exemple shigellose, amébiase intestinale, Escherichia coli entéro-invasif et autres. Il y a un autre tableau ici qui est aussi qui est un peu plus détaillé, mais qui rejoint également pour voir syndrome colériforme, syndrome dysentérique et autres diarrhées fébriles. Donc, virus, donc on a les norovirus, rotavirus, avec quelques caractéristiques en dessous, des arguments épidémiologiques ou autres, les toxi-infections alimentaires communautaires, TIAC, donc Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, la diarrhée du voyageur, la tourista, le choléra, donc syndrome dysentérique, shigellose, donc Escherichia coli entéro-hémorragique, avec ses caractéristiques, l'amebose, l'amébiase intestinale, et puis les autres diarrhées fébriles qu'on peut considérer comme ce qu'on a appelé tout à l'heure les gastro-entérites, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, comme je dis, ça peut vous aider pour évoquer des hypothèses diagnostiques ou autres. Qu'en est-il des examens complémentaires? Donc, nous avons parlé de la clinique, les examens complémentaires devant une diarrhée aiguë. Les examens complémentaires ne doivent pas retarder le traitement. Et souvent, ils n'ont pas aucun intérêt diagnostique. Souvent, quand vous recevez un malade en consultation, vous ne
c'est rare même qu'on demande des examens paracliniques, à moins que ce soit une diarrhée très sévère avec comme conséquence majeure une déshydratation, ou bien qu'il y ait une fièvre et tout ça là. Mais sinon, si c'est une diarrhée bien supportée ou autre, c'est rare qu'on demande des examens complémentaires. Parce que en réalité, la plupart des examens complémentaires qu'on fait, c'est pour apprécier le retentissement des pertes hydroélectrolytiques. Donc, voir au niveau de la fonction rénale, s'il y a des perturbations ioniques et autres, avec l'ionogramme sanguin, pour voir s'il y a une hyponatrémie, une hypocalémie. Et puis, la NFS, qui peut montrer des signes d'hémoconcentration. Mais cette NFS aussi, on peut l'utiliser parfois comme élément d'orientation pour voir si c'est une cause d'origine bactérienne ou virale. Et puis, les examens de confirmation, donc la coproculture pour la recherche des étiologies bactériennes et l'examen parasitologique des selles qui permettent parfois d'identifier le germe. Mais comme on dit, ça ne doit pas retarder le traitement. Le traitement qui est dans l'urgence essentielle, l'élément essentiel, c'est la réhydratation. Parce qu'il faut, la conséquence majeure des diarrhées, c'est la déshydratation. Et donc, l'élément essentiel, c'est la réhydratation. Professeur, Oui. vous pouvez revenir sur la diapo. Donc, sur le tableau. Lequel? Celui-là? Non. Celui-là? Non, non. Oui, celui-là. Oui. Non, le tableau avec le syndrome dysentérique. Ici. Le syndrome colérique. Ici? Oui, bien... oui, c'est là. Escherichia coli, c'est pas dans le syndrome colériforme. Escherichia coli, ça dépend de l'espèce. Ici, vous voyez, pour l'Escherichia coli entérotoxinogène, c'est dans le syndrome colériforme. Parce qu'il y a plusieurs souches. Vous avez appris les entérobactéries Escherichia coli en bactériaux? Oui. Voilà, donc c'est le sérotype entérotoxinogène qui est dans le syndrome colériforme. Le sérotype entéro-hémorragique, entéro-invasier et autres, c'est dans le syndrome dysentérique. D'accord? Oui, merci. Voilà. Donc, l'élément essentiel du traitement, c'est la réhydratation, qui peut être par voie orale ou par voie parentérale en fonction de sa sévérité. Est-ce que vous avez fait la conduite à tenir devant une déshydratation aiguë? Non, prof. Non, d'accord, ok. Donc, bon, on verra peut-être pour la deuxième partie, parce que c'est une CAT qu'on fait habituellement dans l'UE maladie infectieuse. On va voir, voilà. Donc là, c'est la réhydratation. Donc, quand la déshydratation est légère à modérée, on fait une réhydratation par voie orale. Si la déshydratation est sévère, on fait une réhydratation par voie parentérale, donc par des perfusions. Et puis, l'autre élément du traitement, on peut donner des traitements adjuvants pour réduire la durée et l'intensité de la diarrhée. Pour pouvoir éviter les aliments qui accélèrent le transit, les aliments riches en fibres, tels que les légumes verts et les fruits. Donc, il faut faire attention parce que ça accélère le transit. Voilà. On fait une alimentation légère et parfois, on peut y associer des antidiarrhéiques, genre ultra levure, Imodium, Turfan et autres. Voilà. Mais ils sont contre-indiqués en monothérapie dans les diarrhées bactériennes invasives car il y a un risque de diffusion systémique. Donc, attention. Quand c'est une diarrhée bactérienne invasive, on fait attention. Et chez le nourrisson et le jeune enfant aussi. En général, ce n'est pas recommandé. Pas trop. En monothérapie, en tout cas. Et puis, qu'en est-il du traitement antibiotique? Est-ce qu'on met le traitement antibiotique ou pas? Comme je l'ai dit, la base du traitement, c'est la réhydratation. Et je l'ai dit à l'entame de mon propos, la plupart des étiologies sont virales. Donc, il faut voir
il faut avoir des arguments épidémiologiques, cliniques, paracliniques, comme on l'a dit. C'est pas toujours qu'on fait, mais si on a, au bout de notre réflexion, on a des hypothèses, si on pense à une diarrhée de type choléra, Clostridium difficile, shigellose ou autre, à ce moment-là, on peut donner des antibiotiques. Mais vous voyez que la plupart, c'est pour les diarrhées invasives qu'on donne des antibiotiques. Donc, il ne s'agit pas, à chaque fois qu'on reçoit un malade diarrhée, on met la totale. Cifran, flagile, tout et tout et tout. Il faut réfléchir. La plupart des diarrhées n'ont pas besoin d'antibiotiques. La réhydratation suffit. Donc, quand on décide de mettre des antibiotiques avec les étiologies que j'ai données, le Giamcosa, qu'est-ce qu'on donne comme antibiotiques? Vous voyez qu'en général, on peut donner des aminopénicillines ou cotrimoxazole pour des macrolides, des cyclines, des fluoroquinolones et du métronidazole. Voilà, ce sont des exemples de diarrhée. Donc ici, on ne va pas trop s'apesantir. À votre niveau de 4 Master 1, comme je l'ai dit, ce n'est pas les prescriptions antibiotiques le plus important. Il faut que vous reteniez le principe, en tout cas. Donc, dans les diarrhées, il faut voir, est-ce qu'il y a du sang, est-ce qu'il y a du pus ou pas, est-ce qu'il y a de la fièvre ou pas. S'il y en a, s'il n'y en a pas, donc on pense plus, disons, vers un syndrome coliformiforme ou sécrétoire, mais en fonction de l'intensité aussi, voilà. On va mettre uniquement un traitement symptomatique ou un antidiarrhée. On surveille. Et si l'évolution est favorable, c'est tant mieux. Si l'évolution n'est pas favorable, persistance ou aggravation à J5, on va demander des examens paracliniques. Si c'est une diarrhée avec sang ou pus ou fièvre élevée, on fait examen copro et on fait un traitement antibiotique. Donc, on fait sans attendre, bien sûr, les résultats de l'analyse parce que c'est considéré comme une urgence. Et après, si on a les résultats, on fera un traitement adapté aux résultats. Et si après tout cela, ça ne s'améliore pas, on va même au-delà, on va proposer des explorations endoscopiques. Donc, au début, quand il n'y a rien d'inquiétant ou pas de signe, on peut juste traitement symptomatique, réhydratation et plus ou moins un antidiarrhéique et on surveille. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux diarrhées infectieuses avant qu'on passe au deuxième grand tableau que constituent les méningites infectieuses. Quelles sont les diarrhées infectieuses que vous avez vues déjà dans le module de maladies infectieuses en cours détaillé? Shigellose. Shigellose. Amébiase. Amébiase, oui. Bilharziose. Bilharziose, très bien, vous voyez. Quoi d'autre? On a parlé de choléra, fièvre typhoïde. Vous voyez qu'il y a de quoi faire un cas clinique, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que je vais faire un cas clinique sur diarrhée infectieuse. Hein. Je dis ça peut sortir comme ça peut ne pas. On voit qu'il y a beaucoup de choses, d'accord? Et que vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris même aussi dans les staphylococci, on a parlé des toxi-infections alimentaires. On a appris beaucoup de choses. Voilà. Donc, pas de questions? Donc, c'est bon. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer avec les méningites infectieuses. On peut y aller. Oui.
S'il vous plaît, pour les diarrhées, vous avez dit que la plupart du temps, on ne donne pas d'antibiotiques. Il Mhm, suffit de réhydrater le patient. Donc, mhm. l'antibiotique, il est utilisé que dans le cas où on est sûr que c'est d'origine bactérienne. Comme on l'a dit, antibiotique, c'est pour maladies bactériennes. Mais on ne peut pas être toujours sûr, parce que la certitude, je vous l'ai dit, en maladie infectieuse, c'est l'isolement du germe. Et comme sur les plans paracliniques, comme on l'a dit, ce n'est pas toujours qu'on fait des examens paracliniques devant une diarrhée. Voilà. Mais au moins, on doit avoir un raisonnement. Un raisonnement, et le raisonnement, c'est argument épidémiologique, argument clinique, voilà. Et si possible, argument paraclinique. Donc, ce que je ne voudrais pas que vous fassiez, c'est diarrhée égale antibiotique. Diarrhée, on réfléchit. Si c'est une diarrhée qui a l'allure d'une diarrhée sécrétoire toxinogène, l'antibiotique n'est pas au devant du tableau. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, le plus important, c'est de réhydrater votre malade. Si c'est une diarrhée qui a l'allure d'une diarrhée invasive, oui, à ce moment-là, il faut mettre l'antibiothérapie. Mais il ne faut pas d'emblée dire diarrhée égale antibiotique. C'est ça qu'on ne veut pas que vous fassiez. Il faut avoir un raisonnement. D'accord, merci madame. Voilà. Donc, on va poursuivre maintenant avec les méningites infectieuses. Donc là aussi, vous avez déjà vu la définition des méningites, hein, c'est inflammation des méninges. Et les méninges, ce sont les enveloppes du système nerveux. D'accord? Et là aussi, dans les méningites, contrairement à ce que les gens pensent aussi, ce sont les causes virales qui sont au devant du tableau. Et les causes virales, la plupart sont bénignes, sauf par exemple herpès ou VIH ou autre. D'accord? Elles sont rarement bactériennes. Si je dis rarement bactériennes, c'est par rapport à l'ensemble des méningites. Mais c'est possible qu'on ait des méningites bactériennes. D'ailleurs, vous avez fait la leçon sur les méningites bactériennes. D'accord. Et les méningites bactériennes sont redoutables parce que c'est des urgences, elles peuvent tuer et elles peuvent entraîner des séquelles. Donc, quand on a quelqu'un qui a un tableau de méningite, notre première chose, c'est de pouvoir dire est-ce que c'est bactérien ou viral? Parce que si on se dit que c'est viral, que c'est pas trop grave, qu'on prend son temps et autres, alors que c'est des bactériens, le risque, c'est qu'on va perdre notre malade ou bien avoir des séquelles. Donc, il faut pouvoir dire est-ce que c'est bactérien, est-ce que c'est viral? Et c'est ça l'objet de cette synthèse-là. C'est de vous donner les éléments qui vont vous amener à penser que c'est viral ou c'est bactérien. Exceptionnellement, on a des causes fongiques comme la cryptococcose chez le patient immunodéprimé au VIH. Donc, revenir sur le cadre nosologique, quand on parle de méningite, c'est syndrome méningé avec méningite infectieuse. C'est l'association syndrome méningé fièvre. Je précise bien infectieuse parce qu'on peut avoir des méningites qui ne sont pas infectieuses, auto-immunes ou autres. D'accord. Et le syndrome méningé, vous connaissez très bien aussi les éléments du syndrome méningé, les signes fonctionnels, les signes physiques, notamment. D'accord. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est connu et j'espère bien connu. Et quand on a associés à ce syndrome méningé des signes d'atteinte des fonctions supérieures avec troubles de la conscience, convulsions et autres, on va au-delà de la méningite. On parle à ce moment-là de méningoencéphalite. Méningoencéphalite. Donc, il y a deux cas de figure, les méningites pures et les méningoencéphalites, coma, agitation, convulsions ou autres, des atteintes des fonctions supérieures. Donc, pour le diagnostic des méningites, l'examen paraclinique fondamental clé de référence, c'est la ponction lombaire. Et la ponction lombaire va permettre de recueillir quoi? Le liquide cérébrospinal. Et c'est l'analyse de ce liquide cérébrospinal qui va nous permettre de faire le
le diagnostic de l'étiologie, parce que qui va nous permettre de dire effectivement c'est une méningite et avec la bactérie, la parasite ou autre, c'est quel est l'agent responsable de cette méningite-là. Voilà, c'est l'analyse de ce liquide qui va nous guider. Mais cette ponction lombaire, elle a des contre-indications. C'est-à-dire quand on a quelqu'un qui a des troubles de l'hémostase, qui est sous traitement anticoagulant, qui est efficace ou autre, saignement actif, c'est contre-indiqué. Si c'est quelqu'un qui a une instabilité hémodynamique aussi, ou bien quand on a des signes de localisation et autres, avec risque élevé d'engagement, attention, là, il faudrait plutôt faire l'imagerie scanner ou IRM. Donc, la technique de la ponction lombaire, vous la connaissez, on ne va pas s'attarder. Et donc, c'est, comme on l'a dit, c'est l'analyse du liquide qui va nous orienter. Et pour connaître ce qui est anormal, il faut connaître ce qui est normal. Oui. Donc, si la personne a des convulsions ou agitation, là, on ne fait pas la ponction. Non, agitation, ça ne fait pas partie. Convulsion, c'est vrai qu'ici, j'aurais dû être plus précise. Si c'est des convulsions généralisées, une seule convulsion isolée, une ou deux convulsions, ça ne contre-indique pas la ponction lombaire. Il y a les caractéristiques bien précises parce qu'on peut avoir des signes de souffrance et des signes de localisation neurologique. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Donc, il faut connaître ce qui est normal. Donc, le LCR normal, il est clair, eau de roche, pas de cellules, normalement, 0 à 4 tout au plus, avec une protéinorachie qui est inférieure à 50 mg par décilitre et une glucorachie qui est aux alentours de 2/3 de la glycémie. C'est ça, le LCR normal. Donc, l'analyse du LCR peut nous amener à être devant un LCR qui est anormal. Déjà, macroscopiquement, on a dit que le LCR normal, il est clair. Donc, quand le LCR est trouble, c'est anormal. Même s'il est clair aussi, ça ne veut pas forcément dire qu'il est normal. Donc, tout LCR, même s'il est clair, on doit l'envoyer au laboratoire. Donc, s'il est trouble, avec, en général, c'est la présence sur le plan cytologique, c'est présence de polynucléaires, de leucocytes qui sont altérés, supérieurs à 50% en général. Une glycorachie qui est basse, une hypoglycorachie, une hyperprotéinorachie, des lactates qui sont élevés. On ne parle pas souvent des lactates parce qu'on ne le fait pas souvent en pratique courante ici dans nos contrées, mais c'est un élément qui est, quand on l'a, ça aide beaucoup pour orienter vers une cause bactérienne. Et l'examen direct qui peut être positif, donc là, c'est les caractéristiques d'une méningite bactérienne. Donc, méningite bactérienne, donc on peut le prendre dans l'autre sens. C'est le livre où je l'explique, il est présenté comme ça. Sinon, ça aurait été même mieux de mettre ici en haut, méningite bactérienne, on a les caractéristiques. Macroscopie, les LCR troubles en général, avec des leucocytes à la cytologie, une hypoglycorachie, une hyperprotéinorachie et une augmentation des lactates. Donc, oui. On avait dans la leçon polynucléaire neutrophile supérieur à 80%. Mm-hmm. Et ici, c'est 50%. Oui, bon, en réalité, c'est une prédominance de polynucléaires neutrophiles hein, vraiment élevée. On peut retenir, on peut aller jusqu'à plus de 50%, 80% même, c'est ça le vrai chiffre. D'accord. Voilà.
Dans les méningites bactériennes aussi, on peut avoir un LCR clair, comme vous voyez ici. Donc, LCR clair, notamment avec Listeria monocytogenes et Mycobacterium tuberculosis. Mais on peut avoir aussi un LCR clair dans quel cadre? En dehors de Listeria monocytogenes et Mycobacterium tuberculosis, dans les méningites bactériennes. Quand est-ce qu'on peut avoir aussi un LCR clair? Ce n'est pas sur la diapositive, mais vous... Méningite bactérienne avec LCR clair. Professeur, Oui. le pneumocoque. Oui, ça peut être, oui, méningite bactérienne. Mais pourquoi le LCR? À quel moment? En général, avec le pneumocoque, le LCR est purulent. Quand est-ce qu'on a une méningite bactérienne, LCR clair? En dehors de Listeria et tuberculosis. Professeur, Oui. donc c'est d'origine virale, Non, moi, mycosique. je parle des méningites bactériennes et quand le LCR est clair, alors que c'est bactérien. C'est dans quel cadre? En général. Professeur. Oui. La cryptococcose. La cryptococcose, ce n'est pas bactérien. C'est fongique. Haemophilus influenza. Professeur, Oui. Oui. Oui, allez-y. oui, je voulais dire Listeria coli. Oui, ça, ce sont les germes. Mais, c'est-à-dire, macroscopiquement, on n'est pas encore dans l'identification. Macroscopiquement, on peut avoir un LCR clair et qui est d'origine bactérienne. C'est des exceptions parce qu'en général, les méningites bactériennes, elles sont comment sur le plan macroscopique? Elles sont comment? Les méningites bactériennes. elles sont trop. Elles sont troubles ou purulentes, franchement purulentes. Voilà. Donc, quand c'est clair au cours des méningites bactériennes avec un LCR clair, c'est quand en général? C'est quand? Est-ce que c'est pas au début? Au début, très bien. Et quel autre cas de figure? Quand la densité est faible. Oui, et cette densité est faible. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut entraîner une densité faible? C'est au début d'abord. Et quoi? En antibiothérapie. Voilà, c'est qu'on appelle une méningite bactérienne décapitée. D'accord, parce que le malade a pris des médicaments, des antibiotiques. Donc, ça a diminué la densité, ça a décapité. On appelle ça méningite bactérienne décapitée. D'accord? En tête, qu'on peut avoir une méningite bactérienne avec un LCR clair. Ça, c'est en général les méningites au début ou une méningite bactérienne décapitée par une antibiothérapie. D'accord, voilà. Mais en général, méningite bactérienne, c'est le LCR qui est trouble ou franchement purulent. Comme ici, on l'a mis sur cette diapositive. Maintenant, les méningites à liquide clair, vous avez fait la leçon sur les méningites à liquide clair. On a aussi des bactéries qui peuvent donner des méningites à liquide clair. Donc, aussi, on a la listériose et la tuberculose. D'accord. On a les méningites virales aussi. Et dans les méningites virales, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Je pense qu'on vous en avez parlé dans les méningites à liquide clair. Comment la glycorachie est comment? Dans les méningites virales. On a quoi comme cellules en général dans les méningites virales? Les lymphocytes. Des lymphocytes, voilà. Et on a quoi? La glycorachie, elle est quoi normalement dans les méningites virales? Elle est normale. Normoglycorachie. La protéinorachie, elle est comment? Hyperprotéinorachie. Normal aussi. Là, une hyperprotéinorachie, mais qui n'est pas aussi importante que pour les méningites bactériennes. Regardez, ici, vous avez vu 1 gramme ici, et ici, on a supérieur à 0,4. D'accord. Donc, la protéinorachie est très élevée pour les méningites bactériennes et elle est peu élevée pour les méningites virales. D'accord? Donc, ici, c'est résumé vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, comme ça, vous n'allez pas vous
tromper. Parce que ici, c'est plus détaillé, mais je vois qu'il y a quelques éléments qui peuvent vous amener à confusion. Donc, on retient quoi? Méningite bactérienne. Macroscopiquement, on a dit quoi? Que c'est trouble ou purulent et ça peut être clair quand on a au début ou décapité. Mais les cellules, c'est des polynucléaires neutrophiles, prédominance, plus de 80%. Une hypoglycorachie, une hyperprotéinorachie pour les causes bactériennes. Pour les causes virales, on a des lymphocytes en général. On a d'une glucorachie qui est normale et on a une protéinorachie qui est augmentée, mais vous voyez qui est moins augmentée que pour les bactériennes. La tuberculose, c'est une méningite bactérienne, mais un peu particulière, où on a donc des lymphocytes, on a une hypoglycorachie et on a une hyperprotéinorachie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces différents éléments-là? Si on prend l'exemple de la liste, oui. Pour les virus, le protéine, c'est hyperprotéinorachie? Les protéines, oui, c'est augmenté, mais vous voyez, c'est moins élevé que pour une méningite bactérienne. Vous avez vu, non? C'est une hyperprotéinorachie. D'accord? D'accord. Voilà. Mais moins élevé que pour les méningites bactériennes. Vous avez appris dans les méningites à liquide clair la listériose. Qu'est-ce qu'elle donne, la listériose? On vous a parlé de la listériose, non? Vous connaissez la listériose, oui? On n'a pas fait ce cours. Méningite à liquide clair. Ah oui, on n'a pas fait ça. Ah oui? Non. Ah oui? Ah, d'accord, ça c'est bien de me le signaler alors. D'accord. OK. Donc, on aurait dû le faire. Si je savais, on aurait dû le faire parce qu'on aurait dû le faire avant cette synthèse-là. D'accord. OK. Professeur, oui? on a parlé brièvement de l'hystéria monocytogène. Dans les méningites bactériennes. Oui, oui. Voilà. Mais normalement, il y a également un autre cours de méningite à liquide clair. Donc, on me dit que vous ne l'avez pas fait. Et on avait dit que c'était l'aspect du LCR et clair ou purulent à formule panachée. Tout à fait. Vous apprendrez que la listériose, on l'appelle aussi la grande simulatrice parce qu'elle peut être, comme vous avez dit, claire ou trouble. Et sur le plan des cellules aussi, pareil. On peut avoir lymphocytes, on peut avoir panaché et polynucléaire, donc panaché. On peut avoir aussi au niveau de la glycorachie aussi, hypoglycorachie comme normoglycorachie. Vous verrez que c'est la grande simulatrice, la listériose. Donc, il faut beaucoup s'aider aussi des arguments épidémiologiques. Ça survient en général chez les femmes enceintes, les immunodéprimées et autres. Voilà. Donc, toujours, ça c'est juste pour détailler. Hein. Ça, c'était les éléments du LCR. Mais on a des arguments épidémiologiques et cliniques qui vous orientent également aussi vers une cause bactérienne ou virale, en plus des résultats du LCR. Donc, l'installation en général d'une méningite bactérienne, c'est au début qui est en général brutal, aigu. On a des signes méningés qui sont francs, une conscience souvent altérée et parfois on peut avoir purpura, signe neurologique de localisation. Quel germe donne un purpura? Le germe responsable de méningite bactérienne. Le méningocoque. Le méningocoque. Quel germe peut s'accompagner d'une conscience souvent altérée, d'un coma? C'est quel germe? Ça peut être le méningocoque.
Haemophilus typiquement, influenzae. non. Vous êtes à combien de jours de l'évaluation? Typiquement, quel est le germe qui donne responsable de méningite bactérienne et qui peut s'accompagner de troubles de la conscience? Comment? Quel est le germe? Neisseria meningitidis. Ce n'est pas Neisseria meningitidis. Streptococcus. C'est le pneumocoque. C'est le pneumocoque. Attention, voilà. Et puis, bien sûr, sur la biologie, la numération formule sanguine peut montrer une hyperleucocytose. On a aussi l'augmentation de la CRP et la procalcitonie. Donc, des éléments qui vous orientent vers une méningite bactérienne. Et bien sûr, comme on l'a dit, pour méningite, quand on parle de méningite, l'élément paraclinique de référence, c'est la ponction lombaire et l'analyse du liquide cérébrospinal. Et l'analyse du liquide, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, dans les méningites bactériennes, en général, le liquide est trouble, cytologie polynucléaire, hypoglycorachie, hyperprotéinorachie, augmentation des lactates et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Examen direct qui peut être positif ou autre. D'accord. Donc, bien connaître les caractéristiques suggérant une méningite bactérienne. Et les trois principaux germes, c'est pneumocoque, méningocoque. L'autre, c'était Haemophilus influenzae. Hein? Voilà, c'est ici. C'est ce tableau-là que je cherchais. Donc, cherchez chez l'adulte, les trois principaux germes, c'est pneumocoque, méningocoque, hémophilus, pas seulement chez l'adulte, excusez-moi. Et le terrain de prédilection du pneumocoque, c'est quoi? Ça survient sur quel terrain en général, le pneumocoque? Chez les âges extrêmes. Les âges extrêmes. Quoi d'autre? Immunodéprimés, voilà. Donc, patients vivant avec le VIH, diabétique et tout ça là. D'accord, voilà. La porte d'entrée, on vous l'a dit, en général, brèche ostéodurmérienne, traumatisme crânien, sinusite, otite, pneumopathie. Donc, si on vous dit quelqu'un a fait dans ses antécédents une otite ou autre, un syndrome méningé ou autre, voilà. Quel est le germe le plus probable? Vous allez dire, je pense que c'est le pneumocoque parce que, en donnant des arguments. Ces arguments, ça peut être le terrain, c'est un immunodéprimé, c'est un vieillard, voilà. La porte d'entrée, vous dites, il y a une notion de... Ça s'accompagne souvent d'altération de la conscience. Donc, vous donnez les arguments qui vous font penser que c'est plus probablement un pneumocoque qu'un méningocoque. Le méningocoque, c'est le terrain de prédilection, c'est quoi pour le méningocoque? Entre 3 ans et 30 ans. Pardon? C'est entre 3 ans et 30 ans. Voilà, tout à fait. La porte d'entrée est souvent rhinopharyngée. On peut avoir d'autres éléments aussi qui vous font penser au méningocoque, tels que par exemple un purpura. Vous avez fait les méningocoques. Oui. Voilà, tout à fait. Hémophilus, le troisième germe, c'est quoi le terrain pour hémophilus? Les nourrissons. Les nourrissons. Voilà, c'est le germe des trois, comme on dit, n'est-ce pas? 3 mois, 3 ans, 33% de mortalité, 33% de guérison, 33% de séquelles. Mais c'est un germe qu'on voit de moins en moins maintenant grâce à la vaccination, parce que la vaccination contre hémophilus est dans le programme élargi de vaccination. Donc, on le voit de moins en moins maintenant. Et la porte d'entrée, c'est infection ORL et pulmonaire. Les éléments suggérant une méningite virale, donc là aussi, vous regardez, argument épidémiologique, regardez, le début est en général brutal, aigu. Le tableau clinique, en général, on a une présentation bénigne, conscience normale, pas de signe de localisation et autres. À la biologie, on a peu ou pas de syndrome inflammatoire. Le LCR, comme on l'a dit, pour les virus, c'est un LCR qui est clair. La cytologie lymphocyte. Les protéines sont augmentées, mais
pas au-delà de 1 gramme, la glycorachie est normale. Donc, ça vous fait penser à une cause virale. Donc, les étiologies, donc les virus, ça peut être entérovirus, virus des oreillons, herpès, HIV, voilà. Ça, normalement, vous auriez dû détailler ça. On vous détaillera ça. Professeur, Oui. les infections, ce n'était pas les infections bactériennes qui ont un début brutal. Les infections virales aussi. D'accord. Voilà. Donc ça, comme je disais, normalement, dans la leçon sur les méningites à liquide clair, on vous détaille un peu plus ça. Donc, je pensais que vous l'aviez fait. Donc, il faudra qu'on le fasse, les méningites à liquide clair. Installation en général dans la méningite tuberculose subaiguë. C'est pas aussi aigu que ça. Tableau clinique, on a une présentation sévère, conscience souvent altérée, des signes de localisation possibles. Alors, le LCR est clair, on a des lymphocytes, on a une hyperprotéinorachie et on a une hypoglycorachie. Méningite tuberculose. Donc, ça, c'est juste une diapo pour montrer un peu les stratégies de prise en charge d'une méningite, méningo-encéphalite. On regarde s'il y a des signes de localisation, s'il y a des crises convulsives, s'il y a 30 ou autre. S'il y en a, oui, on fait des hémocultures, on démarre l'antibiothérapie avec la corticothérapie et l'imagerie sans délai. Par contre, s'il n'y a pas de contre-indication à l'APL, bien sûr, on fait l'APL, on regarde l'aspect macroscopique, on regarde donc l'analyse du liquide. S'il est évocateur de méningite bactérienne, on va mettre l'antibiothérapie. Vous savez c'est quoi un LCR évocateur de méningite bactérienne? C'est un LCR qui est trouble avec des polynucléaires neutrophiles altérés, avec une hypoglycorachie, avec une hyperprotéinorachie et lactate augmenté. C'est ça un LCR évocateur de méningite bactérienne. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce raisonnement qu'on attend de vous. Parce que ce n'est pas toujours que le laboratoire vous dit c'est une méningite à méningocoque. Ce n'est pas toujours. Si on a ça, on est à l'aise. Sinon, on raisonne. Et après, on se dit c'est une méningite bactérienne. Mais bactérienne, quelle bactérie? On regarde, on se dit c'est un jeune adulte, c'est une porte d'entrée rhinopharyngée, donc je pense que ça doit être un méningo, quelque chose comme ça. C'est le raisonnement là qu'on attend de vous. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette synthèse sur les grands syndromes, les diarrhées infectieuses et les méningites infectieuses. Est-ce qu'il y a des questions? Docteur, Oui. s'il vous plaît, je voulais juste vérifier. Pour le trépied méningitique, dans le cours, il est écrit le trépied méningitique fonctionnel qui est constitué de constipation, céphalée et constipation, céphalée et bon, j'ai oublié l'autre signe. Alors que pour j'ai lu d'autres documents, la raideur de la nuque, elle est inclue dans le trépied. J'ai juste voulu vérifier que est-ce que le trépied de la dans le cours, c'est bien mentionné trépied fonctionnel. Fonctionnel, c'est signe fonctionnel. La raideur n'est pas un signe fonctionnel, c'est un signe physique. D'accord? Donc, trépied fonctionnel, c'est céphalée, vomissement, constipation. Mais comme vous dites, dans certains documents, ils vous disent qu'il y a 3 signes importants. Ils disent sans dire fonctionnel ou autre. Céphalée, raideur, et il y en a même qui ne mettent même pas vomissement, qui mettent la fièvre. D'accord, madame, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pas de questions par rapport à la synthèse. Professeur, tout à l'heure, vous avez projeté un tableau où c'était écrit Hémophilus. Est-ce que c'était pour faire référence à l'Hémophilus influenza